vos représentants d'ensemble. Donc, Had le cours, il va être assuré donc, en termes de contenu. C'est un contenu qui est élaboré conjointement par moi-même et par le professeur Riyad Makwar. Donc, en ce qui concerne le contenu, on aura le même contenu. En ce qui concerne le déroulement des cours, donc chaque prof assurera le cours avec ses étudiants. Ok, donc je vais assurer le cours normalement avec les ensembles 4 et l'ensemble 5. Et pour l'examen, ça va être la même chose comme on a fait pendant le premier semestre. Ça va être un QCM avec un système bien sûr de pénalisation pour les fausses réponses. Est-ce que l'examen sera formé de QCI? Oui. S3. J'ai pas bien entendu. Allô, j'ai pas bien entendu. Monsieur, elle a dit que l'examen c'était un QCE. QCI comme S3. Pour S3, c'était un QCU. Pour S4, je ne sais pas. On va définir ça après. Pour S4, je ne sais pas. Mais ça va être un QCM. Dans tous les cas. Oui, monsieur, c'est mieux. Monsieur, on peut avoir la correction. Je pense pas qu'on aura le temps. Dans tous les cas, l'examen, c'était un examen qui était à la portée et qui a été élaboré à partir du cours qu'on a fait, des fichiers que vous avez reçus. Donc, rien n'était hors portée, hors ce qu'on a fait. Donc. Oui, monsieur. Très bien. Donc, je vais commencer. Donc, si quelqu'un vous posez une question ou si vous voulez intervenir, il suffit de lever Monsieur, j'ai une question. Oui. Est-ce que l'enregistrement va être enregistré comme les 3? Bien sûr, oui, bien sûr. Merci, monsieur. Donc, si quelqu'un veut intervenir, comme je l'ai dit, il suffit de lever la main. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Donc, en continuité du cours d'économie monétaire et financière qu'on avait déjà débuté pendant le premier semestre, le S3. Donc, on va essayer de continuer ce cours pendant le S4, qui va s'étaler sur l'économie monétaire et financière 2, c'est-à-dire la deuxième partie de ce qu'on avait déjà fait pendant le semestre 3. Donc, c'est l'économie monétaire et financière 2. Alors, dans ce semestre-là, le cours, il sera divisé en 2 grands chapitres. Donc, le premier chapitre, ça va être le financement de l'économie. Le premier chapitre, il va être relatif au financement de l'économie, alors que le deuxième chapitre, il va être relatif à la politique monétaire. Alors, toujours pour vous éclairer un peu le plan du cours, le premier chapitre qui se rapporte au financement de l'économie va être divisé
ont deux points ou ont deux modalités de financement qui sont le financement interne et le financement externe. Alors, le financement externe à son tour va être composé de deux points. D'abord, l'intermédiation financière, ce qu'on appelle aussi le financement externe indirect, et on a le financement externe direct, ou ce qu'on appelle aussi la désintermédiation financière. Alors, toujours en ce qui concerne le plan du cours, pendant le premier chapitre, le chapitre relatif au financement de l'économie. Donc, j'ai dit que ce chapitre-là sera divisé en deux points essentiels. Le premier point, c'est le point relatif au financement interne, et le deuxième point, c'est le point relatif au financement externe, ce qu'on appelle aussi l'appel au fonds extérieur. Alors, le financement externe ou l'appel au fonds extérieur sera divisé en deux parties. La première partie, c'est l'intermédiation financière. La deuxième partie, c'est le financement direct. Alors, dans notre cours, on va essayer de se rapprocher un peu du cas du Maroc. Par exemple, en ce qui concerne l'intermédiation financière, on va essayer de se rapprocher des différentes réformes qu'a subi l'intermédiation financière au Maroc. On va passer par la réforme, bien sûr, de 1993, la réforme de 2006 et la réforme de 2014. Bien sûr, nous allons voir quelles sont les différentes mesures que ces réformes ont apportées. Pourquoi on a essayé d'apporter ces réformes, quelles sont les nouvelles mesures qu'ont apporté ces nouvelles réformes, pourquoi on a essayé de réformer l'intermédiation financière en 1993, et puis en 2006, et puis en 2014. Est-ce que ces réformes ont pu atteindre leur objectif? Est-ce qu'on a pu réaliser les objectifs souhaités d'après ces réformes? Quel est, bien sûr, l'objectif de réformer l'intermédiation financière ou bien le financement de l'économie? L'objectif ultime, c'était d'abord d'irriguer le financement de l'économie et d'élargir, bien sûr, les possibilités de financement de l'économie. Mais est-ce qu'on a pu réaliser cet objectif? Est-ce qu'on a pu atteindre cet objectif ou pas? Donc, c'est pour cela qu'on a essayé de mettre en place la première réforme en 1993 et depuis une deuxième réforme en 2006 et depuis en 2014. Et est-ce qu'après ces trois réformes, on a pu atteindre l'objectif souhaité ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on a pu élargir les possibilités de financement de l'économie ou pas? Donc, dans cette partie relative à l'intermédiation financière, ou ce qu'on peut aussi appeler le financement externe indirect, on va s'attarder bien sûr sur la réforme de 1993. Alors, cette réforme de 1993 qui a apporté de nouvelles mesures. Parmi ces mesures, c'est ce qu'on appelle au niveau de la loi bancaire de 1993 les 3D, c'est-à-dire la déréglementation, le décloisonnement et la désintermédiation. Alors, parmi les nouvelles mesures, c'était d'abolir la spécialisation des institutions financières, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre les différentes institutions financières. On est passé d'une spécialisation sectorielle à
des institutions financières qui ne sont plus spécialisées. Bien sûr, parmi les mesures aussi, on peut évoquer le décloisonnement. Donc, ce décloisonnement qui a pour but ou pour mission d'élargir la possibilité de financement de l'économie et qui a aussi pour but d'offrir aux ménages une panoplie d'organismes financiers. Alors, est-ce que cette réforme a pu atteindre l'objectif souhaité ou pas? Et si elle n'a pas pu atteindre l'objectif souhaité par cette réforme, quelles sont les causes? Donc, bien sûr, on va voir que le texte de la réforme est bon, mais qu'il y a beaucoup plus de contraintes qui ont fait en sorte que cette réforme ne va pas atteindre l'objectif souhaité. Alors, parmi ces contraintes, bien sûr, on peut distinguer le lobbying des intermédiaires financiers. On peut aussi distinguer un taux directeur déterminé par la Banque centrale qui reste toujours élevé. On peut distinguer des conditions d'éligibilité au crédit qui sont des conditions draconiennes. Bien sûr, tout cela va impacter l'investissement, va impacter la demande de crédit. Et comme vous le savez tous, au Maroc, la plupart, ou bien la composition du tissu économique, il est composé par la plupart des entreprises sont des PME, des petites et des moyennes entreprises. Donc, pour des petites et moyennes entreprises, si on veut les encourager, si on veut encourager la demande de crédit, si on veut encourager l'investissement, bien sûr qu'il faut alléger les conditions d'éligibilité au crédit. Donc, après qu'on va constater, soi-disant, l'échec de la réforme de l'intermédiation financière, on va essayer de se rapprocher un peu de la réforme de 1993 qui se rapporte au financement direct. C'est-à-dire qu'après l'échec de l'intermédiation bancaire, on va essayer de réformer le financement direct par la réforme de 1995. Donc, on va essayer de se rapprocher de cette réforme-là, de la période avant réforme et aussi de la période après réforme. Même chose, on va essayer de voir est-ce que cette réforme du financement direct a pu atteindre l'objectif souhaité ou pas. Finalement, est-ce que ces réformes ont donné satisfaction ou pas? C'est ce qu'on va voir tout au long de notre cours. Alors, donc, on vient de voir la partie relative au premier chapitre, qui est le chapitre du financement de l'économie. Concernant le deuxième chapitre, le chapitre relatif à la politique monétaire. Donc, on va essayer de suivre le schéma suivant. On va commencer d'abord par la politique économique. C'est quoi une politique économique? Alors, quand on va se rapprocher des politiques économiques, on pourra distinguer entre deux politiques majeures. On a d'abord les politiques structurelles. Ce sont les politiques qui vont être des politiques à moyen et à long terme. Et on va avoir des politiques conjoncturelles. C'est des politiques à court terme. Donc, au niveau de ces politiques conjoncturelles, on va voir deux types de politiques. On a la politique budgétaire et on a la politique monétaire qui va représenter le sujet principal de notre chapitre, de notre deuxième chapitre et de notre cours. Donc, c'était un peu, en bref, notre plan du cours. Maintenant, je passe au premier chapitre, qui est le chapitre relatif au financement de l'économie. Alors, dès qu'on va parler de financement économique, la première question qu'on va se dire, c'est quoi d'abord le financement de l'économie? Alors, le financement de l'économie, il désigne l'ensemble des modalités par lesquelles les agents économiques vont essayer de se procurer les fonds nécessaires à la réalisation de leur activité. Alors, financer une économie consiste à trouver les fonds nécessaires pour assurer une croissance soutenue. Alors,
C'est ainsi que tout au long de l'année, les agents économiques, on a vu que des agents économiques, il y en a deux. Il y a des agents économiques financiers, on l'a vu pendant le semestre 3, et il y a des agents économiques non financiers. Alors, des agents économiques financiers, par exemple, comme les établissements bancaires, des agents économiques non financiers, exemple, c'est les ménages. Alors, tout au long de l'année, les agents économiques vont essayer de mettre en œuvre ou bien des plans de production ou bien des plans de consommation. Ils vont ainsi décider de leur plan de dépenses et depuis, ils vont essayer d'entretenir des relations avec l'extérieur. Alors, dès qu'on va parler d'économie, alors on va distinguer entre deux agents. D'abord, on a des agents à capacité de financement et on a des agents à besoin de financement. Donc, comme je viens de le dire, donc, les agents économiques, que ce soit les agents financiers ou non financiers, tout au long de l'année, ils vont essayer de décider de leur plan de dépenses et depuis, pour ce faire, ils doivent se financer, que ce soit pour consommer ou pour investir, pour produire. Donc, ils doivent se financer, ils doivent planifier leur financement. Alors, ils peuvent se financer normalement de deux manières. Soit sur des ressources propres, c'est-à-dire leurs fonds propres, ou bien en faisant appel à des fonds extérieurs. Donc, et c'est de là qu'on va distinguer ces deux agents économiques. Des agents à capacité de financement, ce sont des agents qui ont une capacité de financement, comme leur nom l'indique. C'est des agents qui ont leurs ressources propres. C'est des agents qui ont leurs fonds propres. Exemple ici, j'ai Amine qui dispose de 5 000 dirhams et qui souhaite investir 3 000 dirhams dans l'achat d'une télévision. Donc, quelles sont les ressources propres de Amine? Les ressources propres sont d'une valeur de 5 000 dirhams. Donc, il veut investir dans l'achat d'une télévision qui coûte 3 000 dirhams. Donc, ici, on va se poser la question, est-ce que Amine dispose des fonds propres pour investir dans l'achat de cette télévision ou pas? Donc, ici, on a 5 000 dirhams, elle est supérieure à 3 000 dirhams, donc automatiquement, on va dire que Amine, il dispose des fonds propres, il dispose des ressources propres pour investir dans l'achat d'une télé. Donc, il peut se procurer cette télévision grâce à ses fonds propres. Automatiquement, ici, Amine va être classé parmi les agents à capacité de financement, qui ont une capacité de s'auto-financer. Il peut s'auto-financer par ses ressources propres, par ses fonds propres. Donc, ici, le besoin de financement de Amine, dans ce cas, il est de combien? Il est de 0 dirham. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait appel à des fonds extérieurs pour financer l'achat de la télévision. Et automatiquement, on va dire que Amine, c'est un agent à capacité de financement. Pourquoi? Parce qu'il peut s'autofinancer lui-même grâce à ses fonds propres ou à ses ressources propres. Alors, dans ce cas-là, on va parler de ce qu'on appelle l'autofinancement. Ici, on va parler de l'autofinancement, ou ce qu'on peut aussi appeler la finance interne. On passe au deuxième cas, pour les agents à besoin de financement. Alors, c'est des agents, bien sûr, qui n'ont pas la capacité de financement, comme leur nom l'indique. Et automatiquement, c'est des agents qui ont besoin de ressources pour se financer. On va prendre un exemple. Ici, on a Saad qui dispose de 1000 dirhams et qui souhaite investir à 3000 dirhams dans l'achat d'une bicyclette. Est-ce que Saad dispose des fonds propres? Est-ce qu'il dispose des ressources propres pour acheter cette bicyclette? Donc, il dispose de 1000 dirhams comme ressources propres, comme fonds propres. On a 1000 dirhams qui est inférieur à 3000 dirhams. Donc, ici, le besoin de financement de Saad, il est de combien? Il est de 2000 dirhams. Et depuis,
on dira que Saad est classé parmi les agents à besoin de financement. Pourquoi il est classé parmi les agents à besoin de financement? Parce qu'il n'a pas la capacité de s'auto-financer. Il n'a pas assez de ressources propres pour acheter la bicyclette. Donc, il ne peut pas se procurer cette bicyclette grâce à ses fonds propres. Il ne peut pas se procurer cette bicyclette grâce à ses ressources propres. Et automatiquement, il a besoin de financement. Et depuis, il devra faire appel à des fonds extérieurs, à ce qu'on appelle un financement externe. Alors, financer une économie consiste à trouver des fonds nécessaires pour assurer une croissance soutenue. Donc, c'est ce qu'on va appeler des moyens de financement. Pour financer l'économie, pour se financer, il faut trouver des moyens de financement. Il faut se procurer des moyens de financement. Alors, pourquoi on va se procurer ces moyens de financement? Ou bien pour investir, côté entreprise. Donc, les entreprises doivent investir leur argent dans la production. Pour les ménages, ils doivent décider de leur plan de consommation. Donc, les agents économiques décident de leur plan de dépenses et depuis entretiennent des relations avec l'extérieur. Donc, pour ceux, ils doivent se financer soit par des ressources propres, soit par appel aux fonds extérieurs. Alors, ici, dans une économie, donc, comme on vient de l'expliquer, on a distingué entre des agents à capacité de financement. Exemple qu'on vient de voir, Amin, c'est un agent à capacité de financement, d'autofinancement ou de financement. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de s'auto-financer. Il a les ressources propres et les fonds propres pour se procurer la télévision. Alors que Saad, il fait partie des agents à besoin de financement. Pourquoi? Parce qu'il a un besoin de financement. Il ne peut pas se procurer à la bicyclette grâce à ses fonds propres, parce que ses fonds propres ne sont pas suffisants pour lui permettre de se procurer cette bicyclette. Donc, en ce qui concerne les agents à capacité de financement, donc leurs ressources sont supérieures à leurs dépenses. C'est ce qu'on va voir dans notre exemple. Donc, ressources de Amin, 5 000 dirhams, dépenses, 3 000 dirhams. Donc, 5 000 dirhams est supérieur à 3 000 dirhams. Donc, les ressources sont supérieures aux dépenses. Donc ici, les agents en capacité de financement, ils se distinguent par des fonds propres, par des ressources propres qui sont supérieures aux dépenses. Donc Amin, il dispose de 5 000 dirhams, il veut acheter une télévision qui coûte 3 000 dirhams. Donc les ressources d'Amin sont supérieures aux dépenses d'Amin. Automatiquement, ici on va parler d'autofinancement ou bien de financement interne, vu que Amin peut se procurer la télévision grâce à ses fonds propres, grâce à ses ressources propres, sans avoir besoin de financement. En ce qui concerne les agents à besoin de financement, ils se distinguent par des ressources qui sont inférieures à leurs dépenses. On revient ici pour l'exemple de Saad. Saad, il dispose de 1 000 dirhams en tant que ressources et il souhaite investir 3 000 dirhams. Donc, les ressources propres sont de 1 000 dirhams et les dépenses ils sont de 3 000 dirhams. Donc, on a ici des ressources qui sont inférieures au montant de dépenses. Donc, Saad est classé parmi les agents à besoin de financement. Donc, Saad ici, il a un besoin de financement qui est de combien? Qui est de 2 000 dirhams. Et depuis, Saad ne peut pas s'autofinancer, ne dispose pas des fonds propres pour s'autofinancer, ne dispose pas de ressources propres pour s'autofinancer. Il a un besoin de 2 000 dirhams. Et depuis, il doit recourir au financement externe pour pouvoir se procurer la bicyclette qu'il souhaite. OK? Alors, depuis, dans le financement de l'économie, on va distinguer entre ce qu'on appelle un financement interne, c'est le cas
de Amine, qui peut s'autofinancer, qui dispose des ressources propres, dont les ressources sont supérieures aux dépenses. Il va se financer grâce à des ressources propres, ou ce qu'on peut aussi appeler l'autofinancement. OK? Et on a le financement qu'on appelle un financement externe. Alors, dans ce financement externe, généralement, les agents ont besoin d'un financement, n'ont pas la capacité de s'autofinancer, et depuis, ils doivent recourir à des fonds externes, à des fonds extérieurs. Ils doivent faire appel aux fonds extérieurs. Exemple, le cas de Saad, il dispose de 1000 dirhams, il veut acheter une bicyclette qui coûte 3000 dirhams. Donc, il a besoin de 2000 dirhams. Que va faire Saad dans ce cas? Il va faire appel à des fonds extérieurs pour pouvoir compléter le montant de 3000 dirhams et de plus se procurer la bicyclette qu'elle souhaite. Donc, à retenir, dans le financement de l'économie, on distingue entre deux modalités essentielles de financement. La première modalité, c'est le financement interne. La deuxième modalité, c'est le financement externe. Première modalité, qui est le financement interne, on va recourir au financement propre, aux ressources propres. C'est ce qu'on appelle de l'autofinancement. C'est-à-dire que l'agent à capacité de financement, c'est-à-dire que l'agent, il a une capacité à se financer, à financer ses besoins, à financer ses dépenses, c'est ce qu'on appelle à s'auto-financer. Alors que la deuxième modalité, qui est la modalité externe, c'est quand l'agent n'a pas la capacité de financement. C'est ce qu'on appelle un agent a besoin de financement, c'est-à-dire qu'il a besoin de moyens de financement, de moyens pour financer ses dépenses. C'est-à-dire que ses ressources sont inférieures à ses dépenses. Les dépenses sont supérieures aux ressources. Et depuis, pour pouvoir subvenir à ses besoins, cet agent a besoin de financement, doit faire appel à des fonds extérieur. Et depuis, c'est ce qu'on appelle un financement externe. Donc, en économie, il y a deux modalités de financement. Un financement interne et un financement externe. Alors, quelles sont les caractéristiques du financement interne? D'abord, l'agent, il dispose de ses fonds propres, de ses ressources propres. Et depuis, il a la capacité d'autofinancement. Deuxième chose, pas besoin de recourir aux fonds externes. Donc, exemple, le Amine, il a ses ressources propres, il a ses fonds propres, il n'a pas besoin de recourir aux fonds externes. Si on va recourir aux fonds externes, ça va engendrer des frais supplémentaires. Et depuis, le fait de se limiter au financement externe permet d'avoir un coût de financement qui est faible, voire nul. Pourquoi ici? Parce que Amine, il ne va pas payer d'intermédiaire, il ne va pas payer d'intérêt, il ne va pas recourir à un financement externe. Et depuis, le coût du financement est faible, voire nul. Pourquoi? Parce qu'on s'est servi des fonds propres, des ressources propres. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le recours au financement interne reste très limité dans le financement de l'économie. Pourquoi? Parce que la plupart des agents économiques ne disposent pas d'assez de fonds propres, ne disposent pas d'assez de ressources pour subvenir à leurs besoins. Donc, comme je viens de l'expliquer, donc la plupart des agents économiques ne disposent pas de fonds propres pour subvenir à leurs besoins, et depuis, ils vont se trouver dans l'obligation de recourir à ce qu'on appelle le financement externe. Donc, la plupart des agents économiques, c'est des agents à besoin de financement. C'est l'exemple de Saad. Donc, ils vont se trouver dans l'obligation de recourir au financement externe pour pouvoir subvenir à leurs besoins de financement, pour faire face à leurs différentes dépenses. Alors, on a parlé du financement interne, qui est l'autofinancement. Maintenant, on va parler du financement externe. Alors,
le financement externe, c'est quoi? C'est le transfert des fonds des agents à capacité de financement vers les agents à besoin de financement. C'est-à-dire qu'il y a des agents à capacité de financement, comme par exemple Amin, qui a des ressources de 5 000 dirhams, qui veut investir pour acheter une télévision avec un montant de 3 000 dirhams. Donc, les agents à capacité de financement, généralement, ils ont ce qu'on appelle des excédents. C'est-à-dire qu'il y a des excédents. Amin, il dispose de 5 000 dirhams. Il veut investir dans l'achat d'une télévision qui coûte 3 000 dirhams. Quel est l'excédent de Amin? Il a un excédent de 2 000 dirhams. Donc, Amin, il a un excédent de 2 000 dirhams. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer ses fonds, donc le restant de ses fonds, donc ce qu'on appelle l'excédent de ses fonds, vers des agents à besoin de financement. Donc, Amin, c'est un agent à capacité de financement. Il a ses fonds propres pour subvenir à ses besoins. Et en plus de ça, il a des excédents. Automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer ses fonds vers les agents à besoin de financement. Les agents à besoin de financement, c'est les agents qui n'ont pas les ressources propres pour s'autofinancer. Exemple, Saad. Il a des ressources qui sont évaluées à 1000 dirhams. Il veut se procurer une bicyclette qui coûte 3000 dirhams. Il a besoin d'un montant qui est de 2000 dirhams. Donc ici, Amin, qui est l'agent à capacité de financement, il a un excédent de combien? Il a un excédent de 2000 dirhams. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer ces fonds, il va transférer cet argent, ce montant de 2000 dirhams à Saad, qui est l'agent à besoin de financement, pour que Saad puisse compléter le montant de 3000 dirhams et se procurer la bicyclette qu'elle souhaite. Alors, très bien. Maintenant, on va parler de la manière de laquelle va se passer ce transfert entre Amin et entre Saad. Alors, Amin, c'est un agent à capacité de financement. Il a un excédent de 2000 dirhams. Et Saad, c'est un agent à besoin de financement. Il a un besoin de 2000 dirhams. Donc, maintenant Amin va transférer les fonds, c'est-à-dire l'excédent de 2000 dirhams, vers Saad pour que Saad puisse se procurer la bicyclette. Donc, Saad ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel au fonds extérieur, il fait appel au fonds de Amin pour qu'il puisse subvenir à ses besoins et se procurer la bicyclette qui coûte les 3000 dirhams. Alors, quand on va parler de financement externe, ou ce qu'on peut aussi appeler l'appel au fonds extérieur, alors ce financement externe peut se diviser en deux points essentiels. C'est-à-dire qu'il y a deux méthodes de financement externe. Alors, on a d'abord un financement externe direct, ou ce qu'on appelle aussi un financement externe désintermédié, et on a un financement externe indirect, ou ce qu'on appelle un financement externe intermédiaire. Alors, dans le premier cas, le financement externe direct, c'est-à-dire qu'il va y avoir une relation directe entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une relation directe, des intermédiaires sans intermédiaire entre Amin et Saad. Amin, c'est l'agent à capacité de financement qui a les fonds propres, qui a les ressources propres, qui a l'excédent. Et Saad, c'est l'agent à besoin de financement. C'est celui qui a c'est l'agent à besoin de financement. C'est lui qui a un besoin, qui a fait appel à des fonds extérieurs. Donc, si il y a une relation directe entre Amin et Saad dans le transfert des fonds, alors là, on va parler d'un financement externe direct.
ou d'un financement externe qu'on peut aussi appeler un financement des intermédiaires. Un financement externe des intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a une relation directe entre Amin et Saad, entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Deuxième cas du financement externe, c'est le financement externe indirect. Alors, c'est là où il va y avoir une relation indirecte entre Amin et entre Saad, entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Donc, dans le premier cas, dans le financement externe direct, ou ce qu'on peut aussi appeler le financement externe des intermédiaires, qui a ici besoin de fonds pour subvenir à ses besoins? C'est Saad. C'est l'agent a besoin de financement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel aux fonds extérieurs. Il va faire appel aux fonds extérieurs pour subvenir à ses besoins. Donc, si Saad fait appel directement à Amin, qui a un excédent, donc c'est ce qu'on va appeler un financement externe direct ou un financement externe des intermédiaires. Si Saad, l'agent, a besoin de financement, fait appel à un intermédiaire financier pour lui dire, écoute, j'ai besoin de 2000 dirhams, est-ce que tu peux me procurer 2000 dirhams pour que je puisse subvenir à mes besoins, pour que je puisse acheter la bicyclette? Alors là, on va parler de financement externe indirect, au financement externe intermédiaire. C'est-à-dire que Saad n'est pas allé directement voir Amin, mais il est passé par un intermédiaire qu'on va appeler un intermédiaire financier. Et c'est là on va parler de l'intermédiation financière. Donc, il faut se rappeler que dans une économie, on a deux modes de financement. On a d'abord un financement interne, c'est-à-dire qu'on va se financer à partir des fonds propres. On a un financement externe. Et dans le financement externe, ou ce qu'on appelle aussi l'appel aux fonds extérieurs, on va recourir à des fonds extérieurs, soit en contactant directement l'agent à capacité de financement, c'est-à-dire de manière directe, c'est ce qu'on appelle le financement externe des intermédiaires, ou bien on va faire appel à un intermédiaire financier, et ce qu'on va appeler un financement externe intermédiaire, ou ce qu'on va appeler l'intermédiation financière. Très bien. Alors, quand on va parler de financement externe, on va distinguer un financement externe indirect ou bien intermédiaire, c'est ce qu'on va appeler l'intermédiation financière, et un financement externe direct, c'est-à-dire qu'il y a une relation directe entre l'agent à capacité de financement et l'agent à besoin de financement. Alors, dans le financement externe indirect ou intermédiaire, il est caractérisé par l'existence d'intermédiaires entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Agent à capacité de financement, c'est Amin. Agent à besoin de financement, c'est Saad, à titre d'exemple. Donc, ici, dans le financement externe indirect ou intermédiaire, il y a existence d'intermédiaires entre Amin et entre Saad. Donc là, c'est l'intermédiaire qui va se charger, qui va assurer le transfert des fonds entre Amin et entre Saad, entre l'agent à capacité de financement et entre l'agent à besoin de financement. Dans le cas du financement externe, direct, il y a une relation directe entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. C'est-à-dire qu'il y a une relation directe entre Amin, qui est ici l'agent à capacité de financement, et entre Saad, qui est l'agent à besoin de financement, qui a besoin du montant de 2000 dirhams pour subvenir à ses besoins, pour pouvoir se procurer la bicyclette qu'il souhaite. Très bien. Et depuis, on va dire que dans le financement externe, ce qu'on appelle aussi l'appel aux fonds extérieurs, donc on va distinguer entre un financement indirect ou intermédiaire, où il va y avoir l'intervention d'un intermédiaire, ce qu'on va appeler un intermédiaire financier,
Et on va distinguer entre le financement externe direct, où il va y avoir un transfert de fonds direct entre l'agent à capacité de financement et l'agent à besoin de financement. Très bien. Alors, dans ce cas, on va parler de financement externe. Alors, les agents économiques disposent de deux techniques pour obtenir les ressources. Soit ils peuvent émettre des actions ou des obligations sur le marché financier, par exemple. Ici, on va parler du financement externe direct, c'est-à-dire qu'il va y avoir une relation directe entre agent à capacité de financement et agent à besoin de financement, c'est-à-dire que les agents peuvent émettre des actions ou des obligations directement sur le marché financier. Et c'est là, on va parler de la finance externe directe ou de la finance externe des intermédiaires. Donc, cette finance externe directe des intermédiaires se compose du marché financier et du marché monétaire. C'est-à-dire que les agents économiques peuvent émettre directement des actions et des obligations, par exemple au niveau du marché financier. Comme ils peuvent aussi emprunter, par exemple, de l'argent, je parle des agents à besoin de financement, ils peuvent emprunter à des fonds auprès des établissements de crédit, par exemple. Un établissement de crédit ici, il joue le rôle d'un intermédiaire financier. On parle ici de la désintermédiation financière. On parle du financement externe indirect. Donc, si l'agent économique va se diriger vers le marché financier ou bien vers le marché financier, c'est-à-dire que on parle ici d'un financement externe direct. Si l'agent économique va se diriger vers l'intermédiaire financier, vers des établissements de crédit, par exemple, que ce soit pour prêter ou bien pour emprunter, on va parler ici d'un financement externe indirect et on va parler d'intermédiation financière. Alors, une économie qui se finance de façon directe en suivant un financement externe direct, en faisant appel aux fonds extérieurs directement ou de manière désintermédiaire, c'est une économie qui va être dénommée économie de marché. Donc, toute économie qui fait appel au financement externe direct, c'est une économie qui va être dénommée une économie de marché. Alors que celle qui fait beaucoup plus appel à la finance indirecte, à la finance intermédiaire, elle va être dénommée une économie d'endettement. Donc, finance intermédiaire, finance indirecte, donc c'est une économie d'endettement. Alors que plus l'économie va se diriger vers le financement direct, il va être dénommé une économie de marché. Alors, j'espère que c'est clair jusqu'ici. Donc, on peut distinguer entre un financement direct et un financement indirect. Alors, dans le cas du financement direct, alors les emprunteurs, ils obtiennent directement des fonds de la part des prêteurs. Exemple, en leur vendant des titres sur le marché à des capitaux. C'est-à-dire qu'il y a une relation directe entre un agent à capacité de financement et un agent à besoin de financement. Il y a une relation directe entre un prêteur de fonds et un emprunteur de fonds. Donc, cela concerne le financement direct. En ce qui concerne le financement indirect, ou là le financement intermédiaire. Alors, un intermédiaire financier, il s'interpose entre les agents à capacité de financement auprès desquels il va collecter des fonds.
et les agents à besoin de financement auxquels il va apporter un concours financier essentiellement par le biais du crédit bancaire. Donc, les prêteurs prêtent donc leur argent non pas directement aux agents à besoin de financement, mais aux intermédiaires financiers essentiellement sous forme de dépôt. Donc, dans le financement indirect, un prêteur d'argent, il ne va pas prêter son argent directement à un agent à besoin de financement, mais il va prêter son argent à un intermédiaire financier. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, le financement indirect, Amine, qui est un agent à capacité de financement et qui a un excédent de 10 000 dirhams, il ne va pas prêter son argent directement à Saad, mais si il va suivre un mode de financement indirect ou intermédiaire, il va prêter son excédent, qui sont les 2 000 dirhams, à un intermédiaire financier. Et ce prêt va être sous forme de dépôt. Et c'est cet intermédiaire financier ou cet établissement, par exemple, financier, qui pourra transférer les fonds vers Saad, qui est l'agent à besoin de financement, sous forme, bien sûr, de crédit. Donc, si il y a une relation directe ou un transfert de fonds direct entre agent à besoin de financement et un agent à capacité de financement, on parle du financement direct. S'il y a un transfert de fonds à travers un intermédiaire financier, on parlera du financement indirect ou bien de l'intermédiation financière. Alors, en parlant de l'importance cruciale de l'intermédiation financière. L'intermédiation financière, son importance, il réside dans 3 points essentiels. Le premier point, d'abord, le premier avantage de l'intermédiation financière, c'est la réduction des coûts de transaction. Donc, on a vu les coûts de transaction pendant le semestre 3. Deuxième avantage de l'intermédiation financière, c'est le partage des risques. Troisième avantage de l'intermédiation financière, c'est la réduction des coûts d'information sur le marché financier. Donc, on va voir d'abord le premier avantage de l'intermédiation financière, ou le premier point fort de l'intermédiation financière. Donc, on a déjà vu que les coûts de transaction, c'est l'ensemble du temps peut-être ou l'argent qui va être dépensé afin de réaliser des transactions financières. Donc, les coûts de transaction, ils vont représenter un problème majeur pour les agents économiques, que ce soit des agents économiques à besoin de financement ou bien à capacité de financement, c'est-à-dire que ce soit des prêteurs ou bien des investisseurs. Donc, ces coûts de transaction représentent un problème majeur pour ces agents économiques. Alors, les intermédiaires financiers, ils vont permettre à ces agents de réduire les coûts de transaction et donc permettre à de petits prêteurs de fournir indirectement des capitaux à de petits emprunteurs. Exemple, on a par exemple un ménage qui a un excédent. Donc, par exemple, Amine, il a un excédent de 2000 dirhams, par exemple. Amine, c'est un agent à capacité de financement. Il a un excédent de 2000 dirhams. Donc, Amine, il souhaite prêter ces 2000 dirhams. Il souhaite prêter de l'argent à un entrepreneur, par exemple, qui veut investir ces 2000 dirhams. Alors, pour se protéger, normalement, Amine, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se payer un juriste. Pourquoi? Parce qu'il doit rédiger un contrat de prêt. Et il doit bien sûr préciser les conditions de paiement des intérêts ainsi que les conditions de remboursement. Donc, bien sûr, le montant de 2000 dirhams est un montant qui est très peu élevé. Et depuis le paiement du juriste qui va assurer l'élaboration du contrat
risque de coûter Amine beaucoup plus cher que les intérêts. Est-ce que Amine ici, il est gagnant en prêtant les 2000 dirhams directement à Saad? S'il va prêter les 2000 dirhams directement à Saad, donc les frais, par exemple, du juriste, d'élaboration du contrat, etc., peuvent être supérieurs aux intérêts qu'il peut toucher d'après ce prêt. Et depuis, il serait beaucoup plus intéressant pour Amine d'aller voir un intermédiaire financier. Pourquoi? Parce que cet intermédiaire financier va permettre la réduction de ce qu'on appelle les coûts de transaction. Et depuis, Amine, qui est ou qu'on appelle un petit prêteur, pour avoir la possibilité de fournir indirectement des capitaux à des petits emprunteurs. Deuxième avantage de l'intermédiation financière, on a le partage des risques. Donc, un des avantages aussi de l'intermédiation financière, c'est qu'elle permet de partager les risques en réduisant l'exposition des agents économiques aux risques, vu que les agents économiques font face à une incertitude sur le rendement de leur investissement, de leur placement, de leur prêt. Et depuis, les intermédiaires financiers permettent aux épargnants de diversifier leur portefeuille d'actifs et depuis de diminuer les risques auxquels ils sont exposés. Alors, bien sûr, les intermédiaires financiers peuvent assurer la diversification grâce à la réduction ou à la faiblesse des coûts de transaction des intermédiaires financiers. Et depuis, un intermédiaire financier peut réunir un portefeuille d'actifs et en faire un actif global qu'il peut vendre, bien sûr, aux épargnants, aux prêteurs, aux agents économiques à capacité de financement, qui ont un excédent et qui aimeraient investir leur argent, qui aimeraient prêter leur argent aux agents économiques à besoin de financement. Troisième avantage, c'est la réduction des coûts de l'information. Alors, les prêteurs, bien sûr, ils connaissent trop peu les emprunteurs, ils ne connaissent pas très bien les emprunteurs ainsi que leurs projets pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Qui connaît mieux le projet, c'est l'emprunteur. Pourquoi? Parce que c'est l'emprunteur qui va emprunter l'argent et qui va s'en servir et qui va investir cet argent dans un projet déterminé, par exemple. Donc, cette situation que le prêteur n'a pas assez d'informations sur l'emprunteur ou bien sur le projet dans lequel va investir l'emprunteur, s'appelle une situation d'asymétrie d'information. C'est-à-dire que celui qui va prêter l'argent, l'agent à capacité de financement, n'a pas assez d'informations sur l'emprunteur, celui qui va emprunter l'argent. Et depuis, cette situation est une situation qui est asymétrique. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur qui veut emprunter pour réaliser un projet connaît mieux le rendement potentiel et les risques associés à ce projet que le prêteur, chose que le prêteur peut négliger ou peut ne pas connaître. Alors, de cette asymétrie de l'information peut se traduire aussi ce qu'on appelle le problème de l'aléa moral, ou bien sûr le risque d'aléa moral. Alors, le risque moral sur le marché financier, il risque que l'emprunteur va s'engager sans prévenir le prêteur dans des activités considérées comme risquées par le prêteur. C'est-à-dire que, par exemple, on a deux agents, un agent A qui a une capacité de financement, un agent à capacité de financement, c'est un agent qui a des excédents dans les ressources et on a un agent qui a un besoin de financement. Alors, l'agent A va prêter l'argent à l'agent B, donc, et depuis, c'est l'agent B qui va investir cet argent et qui peut bien sûr investir cet argent dans des projets qui sont considérés comme risqués par l'agent A, par le prêteur. Et depuis, ici,
L'asymétrie de l'information peut se traduire par un problème d'aléa moral. Pourquoi? Parce que l'emprunteur sait très bien que si il ne rembourse pas le prêt, il aura des problèmes avec le prêteur parce qu'il a investi l'argent dans des activités qui sont considérées par le prêteur comme étant des activités risquées, des activités risquées. Donc, on a essayé de voir les trois avantages de l'intermédiation financière. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les prêteurs courent donc moins de risques en prêtant leurs fonds à des intermédiaires financiers qu'en prêtant directement, bien sûr, à des emprunteurs ou à des entrepreneurs. Dans la mesure où les intermédiaires financiers sont mieux équipés, dispose de beaucoup plus d'outils pour sélectionner les bons emprunteurs. Et depuis, les intermédiaires financiers permettent de minimiser le risque du non-remboursement. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'ici? Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, Maria. Monsieur, je ne comprends pas avec la rédaction du coût de l'information et du risque d'aléa moral. Alors, le risque d'aléa moral. Oui. Alors, le risque d'aléa moral, ok. Donc, supposons, Maria, que je suis un agent à capacité de financement, ok? Maria, c'est un agent à besoin de financement. C'est-à-dire, donc, Maria, tu as besoin d'argent, tu as besoin de fonds, ok? Donc, qui est le prêteur ici? Alors, Maria, est-ce que tu m'écoutes? Oui, monsieur, désolé, un problème. Alors, le prêteur, c'est toi. Alors, c'est moi le prêteur parce que c'est moi l'agent à capacité de financement. C'est moi qui dispose des ressources excédentaires. Donc, supposons bien sûr que je vais te prêter 10 000 dirhams. Oui. Très bien. Donc, je vais te prêter 10 000 dirhams, mais je te dis attention, moi, je ne fais pas confiance aux investissements dans le secteur, par exemple, alimentaire. Je vais te dire, attention, je vais te prêter les 10 000 dirhams, mais attention, si tu vas investir ton argent, moi, je ne fais pas confiance au secteur alimentaire. Pourquoi? Parce que moi, je considère que le secteur alimentaire, c'est un secteur qui est risqué. Donc, automatiquement, je vais te dire, attention, il ne faut pas investir dans le secteur alimentaire, parce que le secteur alimentaire, c'est un secteur qui est risqué et depuis, tu risques de perdre l'argent. D'accord, monsieur. Donc, moi, je n'ai pas assez d'informations pour te contrôler. Donc, toi, tu vas prendre les 10 000 dirhams, tu vas trouver, par exemple, une occasion pour investir dans le secteur alimentaire et tu vas investir dans le secteur alimentaire. Ici, l'aléa morale, c'est quoi? C'est quand tu vas avoir une charge morale. Pourquoi? Parce que tu as investi dans un secteur qui est un secteur risqué pour moi et je t'ai averti par avance, comme quoi avec le secteur, c'est un secteur qui est risqué. Attention, tu ne dois pas investir dans le secteur alimentaire. Et malgré ça, tu as investi dans le secteur alimentaire. Maintenant, la charge morale va être beaucoup plus supérieure. Pourquoi? Parce que si jamais tu perds ton argent dans cet investissement, je vais te dire, écoute, je t'ai averti dès le début comme quoi le secteur alimentaire, c'était un secteur risqué. Et malgré tout cela, tu as investi l'argent que je t'ai prêté dans ce secteur qui est un secteur alimentaire et depuis maintenant, tu as perdu ton argent et tu ne peux pas me rembourser. C'est ça l'aléa morale. C'est-à-dire que tu vas investir ton argent, par exemple, dans un secteur qui est considéré par le prêteur comme quoi un secteur qui est risqué. Et depuis, tu vas assumer toute la responsabilité dans le cas où tu perds l'argent, où l'investissement n'est pas un investissement gagnant. D'accord, monsieur, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît?
Oui, Arwan. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas compris le deuxième point qui est le partage des risques, s'il vous plaît. Merci. Le partage des risques. Ok. Alors, j'ai dit concernant le partage des risques que, par exemple, si je suis, par exemple, un prêteur, hein, je suis un agent à capacité de financement, j'ai, par exemple, des excédents de ressources et je veux investir mon argent. Donc, dans le cas d'un financement direct, par exemple, je vais aller voir un entrepreneur. Je vais aller voir quelqu'un a besoin de financement, hein, pour lui transférer mes fonds et avec l'emprunteur ou avec l'entrepreneur, il va investir mon argent. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi la totalité de mon argent dans un projet déterminé et j'ai transféré le fonds à un emprunteur, à un emprunteur, à un entrepreneur. Donc, automatiquement, s'il y a une perte, hein, je vais perdre tout mon argent. Pourquoi? Parce que si l'entrepreneur, par exemple, échoue dans son investissement, si le projet ne réalise pas de bénéfices, automatiquement, hein, qui est le perdant? C'est le prêteur d'argent. Donc, c'est moi. Donc, dans le cas des partages des risques, c'est-à-dire que si je vais m'adresser à des intermédiaires financiers, je vais pouvoir investir dans plusieurs projets. Pourquoi? Parce que les intermédiaires financiers, ils ont des relations avec plusieurs entrepreneurs, avec plusieurs investisseurs. OK, donc ils vont me permettre d'investir peut-être 500 dirhams dans ce projet, 500 dirhams dans ce projet, 1000 dirhams dans ce projet, etc. Et c'est ce qu'on appelle, hein, un portefeuille d'actifs qui est diversifié. Ces intermédiaires financiers, ils vont me permettre de diversifier le portefeuille d'actifs. Donc, je vais investir, j'ai un montant par exemple de 10 000 dirhams, je peux dispatcher avec les 10 000 dirhams en plusieurs projets. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je diversifie mon portefeuille d'actifs. C'est pas la même chose comme si je vais m'adresser à un seul entrepreneur qui va se lancer dans une activité. Donc, ou bien je vais gagner, ou bien je vais perdre la totalité. Au contraire, quand je vais m'adresser à un intermédiaire financier, quand je vais essayer de diversifier mon portefeuille d'actifs, je vais perdre peut-être une somme, mais je veux gagner dans un autre côté. Est-ce que c'est clair, Omar? Oui, c'est bien clair, monsieur. Merci. Merci. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'avance. Très bien. Donc, ce que je disais, c'est que les prêteurs, hein, ou bien les agents à capacité de financement courent donc moins de risques en prêtant leurs fonds à des intermédiaires financiers qu'en prêtant directement à des entrepreneurs, hein, c'est-à-dire à des agents à besoin de financement, des agents qui vont investir leur argent dans la mesure où les intermédiaires financiers disposent d'outils et de méthodes, ils sont mieux équipés pour sélectionner les bons entrepreneurs, de distinguer les bons les emprunteurs des mauvais emprunteurs. Et depuis, ça permet à l'agent à capacité de financement, hein, de minimiser le risque du non-remboursement. Très bien. Alors, maintenant, on va passer au financement externe indirect, ce qu'on appelle le financement externe intermédiaire. Alors, on passe maintenant au financement externe indirect. C'est ce qu'on appelle aussi, hein, le financement externe intermédiaire, ou ce qu'on appelle aussi, hein, le financement, ou ce qu'on appelle aussi l'intermédiation financière. Alors, le financement externe intermédiaire. Alors, le financement externe intermédiaire nécessite
l'intervention des intermédiaires financiers. Contrairement au financement externe, il n'y a pas une relation directe entre l'agent à capacité de financement et l'agent à besoin de financement. Entre le prêteur et l'emprunteur, il y a une relation qui est indirecte. Donc, un prêteur ou bien un emprunteur, il va passer par un intermédiaire financier. Alors, le rôle de l'intermédiaire financier, c'est quoi? C'est qu'il va collecter les ressources excédentaires auprès des agents à capacité de financement. Exemple d'agent à capacité de financement, l'exemple de Amin qu'on a vu tout à l'heure. Amin, il avait des ressources excédentaires de combien? De 2000 dirhams. Donc, Amin, c'est un agent à capacité de financement qui a des ressources excédentaires de 2000 dirhams. Alors, maintenant, l'intermédiaire financier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va collecter les ressources excédentaires auprès de Amin. Donc, il va collecter donc les 2000 dirhams qui représentent les ressources excédentaires et il va les distribuer sous forme de crédit auprès des agents économiques à besoin de financement. Agent économique à besoin de financement, exemple de Saad, qu'on a vu tout à l'heure, qui a besoin de 2000 dirhams pour se procurer la bicyclette, qui a besoin de 2000 dirhams pour investir dans l'achat de la bicyclette qu'il souhaite. Donc, là, l'intermédiaire financier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va collecter donc les 2000 dirhams qui représentent les ressources excédentaires de Amin et il va les distribuer sous forme de crédit auprès de Saad, qui est l'agent économique à besoin de financement, qui a besoin de 2000 dirhams pour lui permettre de se procurer la bicyclette qu'il souhaite. Donc, si par exemple Amin donne directement ou la prête directement les 2000 dirhams à Saad, là on parle de financement externe direct, un financement externe des intermédiaires. Dans notre cas ici, du financement externe intermédiaire, Amin ne va pas prêter l'argent directement à Saad, mais il va déposer les 2000 dirhams, les fonds ou les ressources excédentaires auprès d'un intermédiaire financier et l'intermédiaire financier va se charger de prêter l'argent à Saad, qui est l'agent à besoin de financement. Donc, au niveau du financement externe intermédiaire, on a des agents à capacité de financement qui ont des ressources excédentaires. On a un intermédiaire financier, dans ce cas qui peut être par exemple un établissement de crédit, et on a des agents économiques à besoin de financement. Dans un financement externe direct, donc on a une relation directe entre deux agents, et l'agent à capacité de financement et l'agent économique à besoin de financement, alors que dans le financement externe intermédiaire, il y a une relation entre trois agents. On a l'agent à capacité de financement, l'intermédiaire financier et l'agent à besoin de financement. Donc, l'intermédiaire financier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va collecter les ressources excédentaires auprès de l'agent à capacité de financement, Amin par exemple, et il va les distribuer sous forme de crédit auprès de l'agent à besoin de financement, exemple Saad. Donc, le rôle de l'intermédiaire financier, c'est de collecter les fonds excédentaires auprès des agents à capacité de financement. C'est-à-dire que les agents à capacité de financement, ils vont financer leurs besoins et ils vont déposer leurs ressources excédentaires auprès de l'intermédiaire financier. Donc, Amin, qu'est-ce qu'il a fait? Il dispose de 5000 dirhams, il a financé ses besoins qui sont de 3000 dirhams et il a des ressources excédentaires de 2000 dirhams il va les déposer auprès de l'intermédiaire financier. Donc, automatiquement, l'intermédiaire financier qui a collecté les ressources excédentaires qui sont évaluées à un montant de 2000 dirhams, on a un agent économique à besoin de financement qui est Saad, qui a besoin de 2000 dirhams pour se procurer la bicyclette. Donc, l'intermédiaire financier va prêter l'argent
Saad, qui est l'agent économique, a besoin de financement sous forme de crédit pour que Saad puisse se procurer la bicyclette dont il a besoin. Bien sûr, ici, l'agent économique a besoin de financement, va devoir rembourser le crédit, non pas à Amin, mais à l'intermédiaire financier. Donc, c'est un remboursement de crédit, bien sûr, qui engendre des intérêts. De même, l'intermédiaire financier devra rembourser le dépôt à Amin, qui est l'agent à capacité de financement, quand Amin aura besoin de ses fonds. Donc ici, il y a une relation qui est une relation indirecte entre l'agent à capacité de financement et l'agent économique à besoin de financement. Donc, on va faire un petit rappel ici, vu qu'on va parler de crédit, on va parler de création monétaire. On va revenir un peu au semestre 3. Donc, au semestre 3, parmi les organismes créateurs de monnaie, donc on distingue la banque centrale, et on distingue les établissements de crédit, bien ce qu'on peut aussi appeler des banques commerciales. Il y a un troisième créateur de monnaie, bien sûr, c'est le trésor public, mais qui intervient de façon très minime. Bien sûr, on va se focaliser, ou comment on s'est focalisé pendant les S3 sur la banque centrale et les établissements de crédit. Bien sûr, on a évoqué comme quoi la banque centrale est là le monopole en ce qui concerne la création de la monnaie fiduciaire. Et quand on va parler de création monétaire, création de la monnaie scripturale, bien sûr, les organismes majeurs, c'est la Banque centrale et les établissements de crédit. Alors, la Banque centrale et les établissements de crédit, ils vont créer de la monnaie scripturale en fonction des besoins de l'économie. Donc, en fonction de ces besoins de l'économie, on va essayer de créer de la monnaie. Bien sûr, quand on parle de création monétaire ici, on parle de la monnaie scripturale. Donc, on crée de la monnaie pour financer les ménages, pour financer l'économie, et ce qu'on va appeler des créances sur l'économie. Ou bien, on va créer de la monnaie quand il y aura une entrée de devises extérieures, et ce qu'on va appeler des créances sur l'extérieur. Ou bien, on va créer de la monnaie pour financer le trésor. Et c'est ce qu'on va appeler des créances de trésor. Très bien. Et depuis, on va se rapprocher au système financier. Alors, un système financier, il désigne l'ensemble des institutions qui rendent possible les échanges de monnaie entre les agents économiques qui disposent d'une épargne, les agents économiques à capacité de financement et les agents économiques qui désirent emprunter pour financer une dépense. C'est les agents économiques à besoin de financement. Les agents économiques qui disposent d'une épargne, c'est l'exemple de Amin. Il dispose d'une épargne, il dispose des ressources excédentaires. Par contre, les agents économiques à besoin de financement, exemple de Saad, c'est des agents qui ont des dépenses supérieures à leurs ressources et depuis qui désirent emprunter pour financer une dépense. Exemple, Saad désire emprunter pour financer son investissement qui est l'achat de la bicyclette. Alors, ici, on va dire que le système financier permet ainsi la rencontre entre deux agents. D'abord, les prêteurs, les agents économiques à capacité de financement, et les emprunteurs, qui sont les agents économiques à besoin de financement. Alors, dès qu'on va parler de crédit, donc on a une relation entre un agent prêteur et un agent emprunteur. Donc, l'agent prêteur, il va transférer des fonds vers l'agent
emprunteur. Les fonds, ça va être une somme d'argent. En contrepartie, l'agent emprunteur, il doit remettre un engagement de remboursement. Bien sûr, quand on va parler d'un engagement de remboursement, il va rembourser quoi? Il va rembourser d'abord la somme empruntée, qu'on va aussi appeler le capital, c'est-à-dire le capital qu'il a emprunté, le capital de base, c'est le C0, et il va aussi rembourser l'intérêt. Il va rembourser l'intérêt qu'on appelle aussi le coût de l'emprunt. Donc, l'agent emprunteur a emprunté de l'argent, donc il va rembourser le capital, il va payer le prix de l'emprunt, ce qu'on appelle le coût de l'emprunt, qui est l'intérêt. Donc, agent prêteur, il va transférer des fonds, il va transférer une somme d'argent déterminée. L'agent emprunteur, il va remettre en contrepartie de cette somme un engagement de remboursement. D'abord de la somme empruntée qui est le capital et depuis de l'intérêt. Alors, quand on va parler de crédit, il est intéressant aussi de parler de la durée du crédit. Donc, on peut distinguer trois sortes de crédit qu'on peut distinguer par la durée. D'abord, on a un crédit de court terme dont la durée est inférieure ou est égale à 2 ans. On a un crédit de moyen terme qui peut atteindre 7 ans. On a un crédit de long terme dont la durée est supérieure à 7 ans. Donc, quand il s'agit des crédits à court terme, dont la durée est inférieure ou égale à 2 ans, c'est généralement des crédits qui sont destinés d'abord à la consommation pour les ménages. Donc, quand un ménage, par exemple, un ménage veut acheter, par exemple, une télévision, veut acheter une machine à laver, etc. Donc, il va recourir à un emprunt, à un crédit de court terme. C'est un crédit dont la période est inférieure ou égale à 2 ans. C'est ce qu'on appelle un crédit de consommation. C'est un crédit qui est inférieur ou égal à 2 ans. Pour les entreprises, quand ils vont recourir à un crédit de court terme, c'est-à-dire un crédit qui est inférieur ou égal à 2 ans, c'est généralement pour financer l'exploitation, les activités d'exploitation de l'entreprise. Quand on va parler du crédit de moyen terme, dont la durée peut atteindre 7 ans, généralement pour les ménages, c'est un crédit d'investissement. Exemple, un ménage qui veut acheter une voiture. Donc, cette voiture, il va emprunter un montant d'argent qui est remboursable sur une période, par exemple, de 5 ans. Ici, on parle d'un crédit de moyen terme qui est utilisé dans des buts, dans un but d'investissement. Même chose pour l'entreprise. Quand une entreprise, par exemple, va se procurer, va emprunter de l'argent pour se procurer, pour acheter une machine, quand la durée ne dépasse pas 7 ans généralement, c'est un but d'investissement. Donc, c'est un crédit de moyen terme dans un but d'investissement. Quand la durée du crédit est supérieure à 7 ans, c'est ce qu'on appelle un crédit à long terme. Donc, pour un ménage, par exemple, un ménage qui veut acheter un appartement, donc il doit recourir à un crédit à long terme qui est supérieur à 7 ans. C'est un but d'investissement. Pour l'entreprise aussi, quand il va investir de l'argent et il va choisir le crédit de long terme, c'est un crédit qui est supérieur à 7 ans. C'est un but pour l'entreprise aussi d'investissement. Donc, généralement, ou en bref, quand il s'agit d'un crédit inférieur ou égal à 2 ans, c'est ce qu'on appelle un crédit de court terme. Pour les ménages, c'est un crédit de consommation, pour un but de consommation. Pour les entreprises, c'est un crédit afin de financer les activités d'exploitation. Quand la durée dépasse les 2 ans,
Donc, on est ou bien dans un crédit à moyen terme ou bien un crédit de long terme, que ce soit pour les ménages ou pour les entreprises, c'est un crédit avec un but d'investissement. Alors, la durée du crédit elle permet d'évaluer la capacité de faire face au retrait des fonds et depuis, ça va permettre à l'intermédiaire financier ou bien à l'établissement de crédit de déterminer s'il a besoin de recourir à un refinancement auprès de la Banque centrale ou pas, que ce soit bien sûr la Banque centrale ou bien un autre organisme financier. Donc, bien sûr, si on a des crédits sur sur une courte durée, bien sûr, cela va permettre à l'établissement de crédit de récupérer les fonds sur une courte période. Donc, ici, il n'y a pas un besoin de refinancement. Si l'établissement de crédit va prêter de l'argent pour une longue période, donc là, il pourrait y avoir un besoin de refinancement. C'est pour cela que la durée de crédit est un élément qui est très important pour les établissements de crédit parce qu'il permet d'évaluer la capacité de faire face aux différents retraits de fonds. Donc, la durée du crédit, bien sûr, il varie selon la nature du besoin du financement et qui dit besoin du financement, on va parler du montant emprunté. Quelqu'un qui veut acheter une machine à laver, c'est pas quelqu'un qui va acheter une voiture, c'est pas quelqu'un qui va acheter un appartement. Donc ici, le montant, il diffère. Pourquoi? Parce que le besoin diffère. Quand on a un besoin d'acheter un appartement, c'est pas la même chose qu'un besoin d'acheter une voiture. Pourquoi? Parce que c'est pas le même montant. Et depuis, c'est pas les mêmes modalités de remboursement, c'est pas la même période, c'est pas la même capacité de remboursement. Qui est une capacité, bien sûr, périodique. Pourquoi? Parce qu'il y aura des remboursements, il y aura des montants à payer de manière périodique. Et bien sûr, l'agent économique va déterminer la période du crédit selon le besoin du financement. Alors, quand on va parler de l'intermédiation financière, comme je l'ai évoqué dans notre plan de cours, on va parler de la période avant la réforme de 1993, et on va parler de la période après la réforme de 1993. Alors, bien sûr, l'intermédiation financière a été réformée plusieurs fois. J'ai évoqué la réforme de 1993, la réforme de 2006 et la réforme de 2014. Donc, je rappelle que ces réformes-là ont pour but d'irriguer le financement de l'économie, essayer d'élargir les possibilités du financement de l'économie et essayer d'offrir que ce soit aux ménages ou bien aux investisseurs, une panoplie de produits financiers, c'est-à-dire des différentes modalités de financement. Donc, on va essayer de parler d'abord de la période avant 1993. On va essayer après de déterminer quels sont les différents changements, quelles sont les différentes mesures apportées par la réforme de 1993. Alors, avant la réforme de 1993, l'intermédiation financière était assurée par 3 intermédiaires. 1, le système bancaire. 2, les intermédiaires financiers spécialisés. Et 3, le trésor public. Donc, avant la réforme de 1993, l'intermédiation financière, dès qu'on parlait d'intermédiation financière, dès qu'on parlait du choix du financement interne intermédiaire, ou qu'on appelle aussi indirect, donc on parlait automatiquement de 3 intermédiaires financiers. Les 3 intermédiaires financiers, c'est d'abord le système bancaire, les intermédiaires financiers spécialisés et le trésor public. Alors, on commence par le système bancaire. Alors, le système bancaire est constitué de 4 agents financiers
ou plutôt était constitué de 4 agents financiers. Bien sûr, maintenant, on est en train de parler de la période avant 1993. Alors, ces agents financiers sont la Banque centrale, Banque El Maghreb, les banques commerciales, ce qu'on appelle aussi des banques de crédit à court terme, les banques de crédit à moyen et long terme, et les banques d'affaires. Alors, je répète, le système bancaire est constitué ou était constitué avant 1993 de plusieurs agents financiers, exactement de 4 agents financiers. La Banque centrale, Banque El Maghreb, les banques commerciales qu'on appelle aussi des banques de crédit à court terme, les banques de crédit à moyen et long terme et les banques d'affaires. On commence par la Banque centrale. Alors, la Banque centrale, elle avait pour mission la création de la monnaie fiduciaire. Donc, monnaie fiduciaire, donc on parle ici de la monnaie divisionnaire, bien sûr. Et on parle des billets monétaires, des billets de banque. C'est de la monnaie fiduciaire. Donc, la Banque centrale avait pour mission d'abord la création de la monnaie fiduciaire. Et depuis, il avait pour mission la détermination et le contrôle de la politique monétaire. Il avait aussi pour mission l'octroi d'aides financières à l'État, ce qu'on appelle avance au trésor. Il avait aussi pour mission la garantie de la valeur de la monnaie nationale. Elles permettent de garantir la valeur de la monnaie nationale, bien sûr, par rapport à la monnaie extérieure, à la devise extérieure. La Banque centrale devrait garantir, assurer un minimum de valeur de la monnaie nationale. Et bien sûr, la Banque centrale avait aussi pour mission le refinancement des établissements de crédit dans le cas où ils en ont besoin. Deuxième agent du système bancaire, les banques commerciales, ce qu'on appelle aussi des banques de crédit à court terme. Leur mission, c'était d'abord de collecter les dépôts à court terme et de distribuer des crédits à court terme. Bien sûr, on a fait la distinction entre les différents crédits à court terme, moyen terme et long terme dans la durée du crédit. On a aussi des troisième agent, les banques de crédit à moyen et long terme, qui ont pour mission de collecter les dépôts à moyen et long terme et de distribuer les crédits à moyen et long terme. Quatrièmement ou quatrième agent, c'est les banques d'affaires. Ils avaient pour mission le financement des entreprises par des prises de participation. C'est-à-dire que ces banques d'affaires prenaient part à la participation, ils participaient dans des entreprises. Et depuis, ils vont essayer de financer ces entreprises par des prises de participation. Donc, ce qu'on peut dire de l'intermédiation financière avant la réforme de 1993, on avait une création de monnaie, des activités qui permettaient la création de monnaie, c'est ce qu'on appelait le financement monétaire, et on avait des activités qui ne permettaient pas une création de monnaie. C'est ce qu'on appelle du financement non monétaire. Donc, là, on a parlé maintenant du système bancaire, qui est un des agents composants l'intermédiation financière. C'est un des agents qu'on vient d'évoquer, qui assurait l'intermédiation financière avant la réforme de 1993. Donc maintenant, on vient de parler du système bancaire. Donc, prochainement, on va parler des intermédiaires financiers spécialisés et du trésor public dans la continuité de notre cours. Est-ce que vous avez des questions?
Donc, est-ce que quelqu'un a des questions, s'il vous plaît? Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, rendez-vous mercredi prochain. Donc, si vous n'avez pas des questions, donc, je pense que c'est bon. Donc, vous allez avoir l'enregistrement de ce cours-là ainsi que le fichier PPT au niveau de l'ENT. Et je pense que c'est bon pour cette séance. Donc, est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux apporter des éclaircissements? Oui, c'est clair, monsieur, merci. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. De rien, avec plaisir.